Nous, on a un modèle, c'est un modèle corporate garage, qui a été décrit par Harvard, comme en fait une structure Fab Lab en interne d'une boîte, mais avec votre groupe derrière qui est capable d'accélérer les projets. Vous le faites en mode start-up pour démarrer, mais après la boîte va être l'accélérateur interne de votre projet pour financer le projet, monter en échelle et avoir des clients. Donc le Nokia Garage, en fait, c'est quoi? Déjà, c'est une structure qui a été créée par 3 employés dont je fais partie. Donc mon métier, c'est un nouveau métier parce qu'en fait, je l'ai inventé moi-même, mon métier, donc forcément, il est nouveau. Je vais vous en parler de quels sont les grands points en fait, à traiter quand on gère une structure comme ça en interne. Il y a 2 composantes, et la première composante, Fab Lab ou Makerspace. Comme Benjamin, on ne préfère pas utiliser le mot Fab Lab pour pas de confusion. Donc c'est un Makerspace où les gens peuvent venir prototyper leur projet. Et on a aussi depuis 1 an des startups en résidence à qui on offre en fait accès à ce Makerspace et surtout accès à nos technologies radio. Par exemple, les startups qui sont chez nous seront les premières à avoir au mois de mars la 5G opérationnelle sur leur proto. Donc c'est tout ça que je vais essayer de vous parler ce soir. Nokia Garage, en fait, c'est un réseau de lieux. On a aujourd'hui 12 lieux en cours d'ouverture. Il y en a 3 qui sont ouverts et donc 9 autres de la côte est des États-Unis jusqu'en Philippines. Et l'avantage d'avoir aussi plusieurs corporate garages répartis sur tout le monde, on peut aussi créer des projets avec des cultures, avec des gens différents. La diversité dans la population d'un Fab Lab est très très importante pour la réussite des projets. Donc en fait, on a structuré le lieu un petit peu comme une maison. Donc on a filé la métaphore des garages de la Silicon Valley. On a recréé un petit peu la maison de Steve Jobs avec la cuisine, le living, le garage. Et puis alors les startups, elles sont un petit peu à la cave. Hein. Il y en a qui nous font un petit peu la blague ensuite parce qu'elles sont juste à l'étage en dessous. Mais l'idée, c'est d'avoir un parcours de la personne qui va venir. Nous, on appelle ça des intrapreneurs parce que c'est des gens, des entrepreneurs internes à la compagnie. Donc, comme je dis, qui pourront être ensuite accélérés par la compagnie elle-même. Ça, c'est une théorie qu'a développée Idriss Aberkan, qui est docteur en neurosciences, donc c'est pas complètement stupide la théorie qu'il a fait. Une entreprise devient leader sur un marché si vous avez 2 composantes. D'abord, vous avez des gens compétents, donc qui sont capables de créer des produits qui répondent à un besoin, une offre, et vous avez des gens engagés, donc des gens qui ont la passion de leur métier, qui vont se donner à 100%. Et ces 2 composantes-là vous font qu'une entreprise devient leader. Alors comment devenir leader sur un marché? Il y a 2 solutions. Soit vous embauchez des gens très compétents, c'est ce que font à peu près toutes les boîtes, et après vous motivez les gens. Donc pour monter sur l'axe vertical. Nous, avec le Nokia Garage, on essaye de faire exactement le contraire. On prend des gens les plus incompétents, entre guillemets, possibles, mais des gens passionnés, des gens comme vous, qui viennent dans les Fab Labs, qui ont envie de bricoler, qui ont envie de changer le monde, qui ont envie de tout péter dans la boîte des fois. Donc, il faut les canaliser. Donc, nous, on les accueille, et ces gens-là, c'est fantastique parce que les compétences, ils vont les acquérir eux-mêmes. Il suffit juste de les guider, de les encadrer, de leur donner les moyens pour s'exprimer et faire naître ces compétences. Donc, vous voyez, vous prenez des gens pas compétents, mais très passionnés, et ça, c'est la voie royale de la Silicon Valley. Ce qui a fait tous les succès de la Silicon Valley, c'est des gens qui, au départ, étaient incompétents. Zuckerberg, il était un petit peu, doué quand même pour le code, mais c'est vraiment ce qui a amené toutes ces réussites, c'est vraiment cet engagement. Ici, vous avez les challengers comme Samsung, les gens qui ils acquièrent de la compétence, ils essaient de pénétrer le marché les conditions de travail chez Samsung, c'est pas les mêmes que dans des boîtes qui mettent la passion comme moteur. J'ai mis là un tweet que j'avais fait en début d'année, je sais plus quand c'est. Quand Slack, en fait, quand Microsoft a annoncé une plateforme comme Slack, le tweet, les gens de Slack ont fait une lettre à Microsoft, et j'en ai repris un extrait dans ce tweet-là qui disait « Bon courage et surtout mettez beaucoup de passion parce que vous êtes compétent pour le faire, mais vous n'êtes pas passionné, vous faites ça juste parce que nous, Slack, on vous prend des parts de marché maintenant de plus en plus sur l'entreprise. » Donc vraiment, nous, en tant que Fab Manager, c'est vraiment ce qu'on veut essayer de canaliser les gens. Donc 3 grandes fonctions, je dirais, qui sont importantes. Le premier, c'est vraiment placer le maker au centre du dispositif. Les machines, là, c'est bien, mais il faut vraiment accompagner cette personne et le traiter comme un prince, je dirais, comme quelqu'un qui est le plus important sur la Terre, qui vient dans votre lieu. Le deuxième, c'est le passage à l'acte est quelque chose de pas forcément facile. On peut être passionné, mais il y a des barrières souvent qu'on se fixe soi-même.
On est des fois impressionné par certaines machines, on a un petit peu peur, donc il faut aussi les inciter à passer à l'acte, sans forcer les gens, mais doucement, en les poussant vers ce qu'ils ont envie de faire, mais ils n'osent pas, etc. Et ce qui est important, je parlais des startups en résidence, nous on est une boîte, hein. L'idée c'est de faire du business, c'est bien d'aider les gens avec passion, mais on veut des revenus à la fin de cette fonction corporate garage. Donc le premier, placer le maker au centre du dispositif, pardon. Il y a deux méthodes qu'on utilise. Même si c'est un petit peu empirique, la manière dont on écrit, dont je décris ma fonction, on essaye quand même de se caler sur plusieurs méthodes. Il y en a deux qui sont importantes. La première, c'est la théorie du flow, qui dit que on revient aux compétences et challenge, on rejoint un petit peu l'aspect passion et compétences. Ce qu'il faut, c'est essayer de garder les gens dans un flux ascendant. C'est un petit peu ce qui est fait pour les jeux, hein. Vous avez des paliers. Au début, vous avez peu de compétences. Donc les challenges, je ne sais pas s'il y a un laser là-dessus. Ouais. Donc, les challenges vont être faibles. Au fur et à mesure, donc, vous allez augmenter vos compétences, mais il faut leur suivre en termes de challenge pour accompagner les gens. Donc c'est vraiment comme la manière dont sont construits les jeux, hein, tous les jeux d'arcade, avec des niveaux en général. Vous acquérez des compétences et au bout, quand vous avez bien acquis vos compétences, on vous remet un challenge plus difficile pour donner de l'attrait et de l'engagement dans ce que vous faites. Donc ça, on y veille tout le temps. Quand quelqu'un vient en disant « je veux faire un prototype d'objet connecté », par exemple, on n'aborde pas le sujet tout de suite comme ça. On lui fait commencer avec un petit Arduino, etc., de manière assez progressive, pour qu'il progresse doucement dans les compétences, mais qu'il garde cette passion. La deuxième, c'est les techniques de marketing, d'e-marketing, notamment sur les sites web, où on écrit un certain nombre d'étapes. La première étape, c'est l'acquisition. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de faire connaître le lieu. On est un site, par exemple, de 5000 personnes. Les gens ont besoin vraiment de pouvoir connaître le lieu. Après, l'activation, c'est le fait d'engager les gens à être au centre du dispositif. La rétention, que les gens reviennent effectivement, qu'ils ne viennent pas une fois par curiosité, mais qu'ils ne reviennent pas, etc. Et comme je disais, après pour nous en tirer des revenus, donc qu'ils aillent au bout de leur prototype. Pour accompagner et provoquer le passage à l'acte, on a fait un jeu de cartes, alors qui est en Creative Commons, que vous pouvez trouver sur ce site-là, qui a été fait par mon collègue Pierre. Je fais vite, oui. Donc vous pouvez les accompagner. Donc on les fait jouer aux cartes quand ils arrivent, en disant quelle est votre passion et comment vous l'exprimeriez. Ils tirent 3 cartes de 3 machines et avec ça, on essaye de construire avec eux un projet. Et dernier, c'est important que les gens pensent au business derrière. Une fois qu'ils ont créé leur prototype, de les faire travailler avec des startups qu'on a en interne pour pouvoir penser développement du produit, etc., passage à l'échelle. Là, c'est juste un exemple d'une semaine classique avec plein d'activités différentes. Je vous laisse regarder. Voilà, j'étais un peu long. Toi, au quotidien, en fait, une journée, par exemple aujourd'hui, c'était quoi ta journée, en gros? En fait, il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. En fait, quand je mets une semaine typique, c'était pour montrer l'exemple d'événements qu'on peut avoir. Ce matin, j'ai commencé à discuter avec mon boss parce que j'ai besoin de plus de ressources pour l'année prochaine, parce qu'il y a une personne de l'équipe qui est partie, comme je te disais. Après, on a accueilli une équipe. Le faire, hein, le make, to make, c'est un très bon outil de cohésion des équipes. On s'en sert beaucoup en interne. Et là, on est en train de préparer, c'est pas un hackathon, c'est fabriquer une machine de Rube Goldberg. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ces machines. C'est faire la machine la plus compliquée possible pour faire quelque chose de simple, avec des boules qui tombent, des bras de levier. Et ça, c'est un outil extrêmement utile en cohésion d'équipe. Et vous retrouvez dans la réalisation de cette machine les profils dans l'équipe, celui qui va aller aider les autres au lieu de faire son boulot, celui qui n'en a rien à faire de celui d'avant, donc qui fait son truc, même si ça ne correspond pas à l'entrée. Parce qu'on découpe la machine en petites sections pour que chacun puisse construire son bout tout un ensemble. Donc tu es amené à travailler avec des collaborateurs de Nokia, des gens qui travaillent chez Nokia et des gens de l'extérieur, et de faire rencontrer ce monde-là, c'est ça? Enfin, il y a des différents types de publics dans le... On peut parler, Nicolas est là, Nicolas Barre aussi. On a créé notamment une association qui s'appelle Fab & Co, qui regroupe en fait des Fab Managers comme moi, d'autres entités comme Renault, Airbus, la SNECMA, ici Montreuil, etc. On essaye aussi de faire des projets inter-entreprises, mais toujours dans un mode Fab Lab, garage, en fait, décontracté, avec la passion pour moteur.
Je voulais savoir si votre garage était rattaché à quel département? Est-ce qu'il est apolitique par rapport aux grandes directions? Est-ce que il est rattaché à la R&D? Voilà, comment il est situé dans la boîte et quelle marge de manœuvre vous avez pour... C'est une super question. Quand je parlais que j'ai discuté avec mon boss ce matin, j'étais en train de lui dire qu'il fallait que je change de division. Quand on l'a démarré, en fait, on était attaché à la branche recherche, qui est la branche Bell Labs, où il y a 8 prix Nobel, en fait. On regarde ce qu'on a fait dans le passé. Et je ne sais pas si vous avez vu ma citation sur le diagramme Passion. Je m'étais dit, il vaut mieux un débutant qu'un prix Nobel déprimé, enfin un débutant passionné qu'un prix Nobel déprimé. C'est vachement important de savoir, on le met dans une structure comme un grand groupe. Si vous le mettez trop proche de la R&D, les gens du marketing ou des RH qui ne viendront jamais. Si vous mettez trop près du marketing et des RH, la R&D ne va pas venir. Donc c'est un vrai souci aujourd'hui pour nous. Aujourd'hui, on est rattaché à la direction de l'innovation, mais je voudrais quelque chose qui soit, par exemple, proche du comité d'entreprise ou des choses comme ça, vraiment détaché de la structure de la boîte. Mais c'est pas simple parce qu'après, ça veut dire budget, lignes de budget différentes, etc. Et c'est important de ne pas lui donner une étiquette dans la boîte pour avoir cette mixité, cette diversité de profils différents que faire des projets plus aboutis.